Amis fidèles de Label TV, à tous les amoureux des arts martiaux, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Forum Ado, votre émission qui donne la parole aux adolescents. Au programme, nous avons des invités très dangereux que nous allons vous présenter et un invité bien spécial qui viendra par après. Je suis Maître Marvin, je vais vous présenter mes élèves du jour. Alors, chers tous, bonsoir à vous. Bonsoir Marvin. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Rien de spécial, il pleut, hein. Très C'est tout ce bien. qu'on peut dire. Ok, bah écoutez, les hommes sont moins représentés, on va commencer par eux. Alors à ma gauche, on a un monsieur qui s'appelle Chemer François, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes premier Dan Cookie Con, c'est ça? Cookie One. Ah, Cookie One. Oups, désolé. Alors, mais les arts martiaux, vous faites un peu plus charmeur que tapeur? Exactement, il faut apprendre à camoufler sa vraie nature. C'est très bien. Alors, tu es étudiant en deuxième année en sciences de gestion. Exactement. Tu étudies la gestion des entreprises. Oui. Et tu as sur ton palmarès une coupe du Maître Parc en 2016-2017. Tu as pris part à... Exactement, oui. Et en 2018 aussi. Oui. Voilà. Et tu as 2 compétitions internationales, Open du Ramadan. Tu es entraîneur assistant dans un club de taekwondo. Oui. Et c'est pas terminé, tu as compétité à la Ligue de l'Estuaire et tu nous as ramené une médaille d'or à l'Open d'Agadir au Maroc pour le compte de moins 74 kg. Exactement. C'est beaucoup de choses à ton jeune âge. Ça va, c'est l'expérience qui fait la différence, on gère. Ça va. Ok. Et tu ne fais jamais les choses à moitié? Jamais. Jamais. Ouais. C'est très bien. Alors on a 2 damoiselles qui se connaissent très bien. On va commencer par laquelle? Mengue, Lydie, Priscilla, bonsoir. Salut, Alors tu es les nôtres, ça va aujourd'hui? ça peut aller. Donc tu es élève admise en classe de première. C'est ça. Tu es passé avec un 14 de moyenne, tu as mis la barre haute là? Oui, j'essaie de faire de mon mieux avec les notes à l'école. C'est très bien. Alors tu es ceinture jaune de judo. En novembre 2018, tu as été spectatrice comme ça à plusieurs entraînements. Et à l'issue de ça, tu t'es dit qu'il faut que tu fasses du judo. Voilà, c'était la curiosité, mais ensuite le plaisir d'apprendre, donc je suis restée. Alors face à toi, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Oui, c'est Mademoiselle, tu l'as dit, Mavungu Alia, ça va? Oui, ça va très bien. Également, tu y vas en classe de première, cette fois-ci avec un 13 de moyenne. Oui, oui. Et toi, tu as 16 ans, elle a 17 ans. Ce sont des Exactement. amis. Elles se suivent apparemment, hein. Le chiffre 1, ça importe beaucoup dans votre relation amicale. Oui, oui. Alors le judo et toi, ça va? Ça va très bien. Ça a commencé comment déjà? Bon, depuis étant toute petite, j'ai toujours voulu faire des arts martiaux, donc c'est un peu ça. Alors, à ma droite, j'ai une charmante demoiselle. Je pense qu'elle est ronde et jolie, pas très athlétique, jusqu'à ce qu'elle nous démontre le contraire. Chère Florine, bonsoir. Bonsoir Marvin. Alors, quoi de neuf? Ça va, on est là, on est venu te rendre visite. Ah, c'est très bien et j'en suis très honoré. Alors, tu as pris part à l'Open d'Agadir en juin 2019. Exactement. Je reviens fraîchement du Maroc avec une médaille de bronze à la main. Ouais, ça n'a pas été facile. Tu as pris part à l'Open du Ramadan où tu as eu une médaille d'or. C'est pas rien, ça? Ouais, exactement. C'est difficile de s'imposer à l'extérieur, mais ça nous fait de l'expérience et beaucoup de choses en même temps. Alors, tu es promotrice avec ton frère Chemer François à ma gauche de ce que vous appelez le Taekwondo Beach. Oui, exactement. Le Taekwondo Beach, en fait, là, cette année, c'est la 2e édition. Ok. L'année dernière, c'était la 1re édition. Et pour nous, c'est un moyen de promouvoir le taekwondo. Parce qu'en général, les compétitions se font de manière monotone dans les gymnases. Et là, on a voulu donner au taekwondo un nouveau visage Ok. à la plage avec des t-shirts différents des tenues qu'on porte aujourd'hui. Juste le bas des t-shirts et c'est free, quoi. Tout Bah, le monde se sable, ça lance. pèse lourd dans les pieds. Non, ne vous inquiétez pas, on aménage la surface et on met des tatamis. C'est Ok. pas vraiment sur le sable comme on pense. Tu imagines dans les yeux le sable, ça fait pas adéquat. Alors, chers tous, chers téléspectateurs, nous sommes là et nous parlons aujourd'hui des arts martiaux. Alors, dites-nous, Florine, tu fais l'art martial, le taekwondo classique, tu fais le taekwondo beach. Alors, qu'est-ce que ça représente des arts martiaux pour toi? Ben déjà, les arts martiaux, pour moi, c'est ma 2e vie. Parce que la première vie, c'est Ok. la vraie vie, la professionnelle. Mais après, il y a le taekwondo. Pour moi, ça me permet de rêver, de construire, de faire de belles choses, en fait. Et pour moi, le taekwondo, par exemple, mon but à long terme, c'est d'aider les jeunes dans la rue, au lieu de s'adonner à la délinquance, de venir pratiquer un sport qui puisse les aider à trouver, être sur le droit chemin. Ok. Et je compte bien passer par le taekwondo. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Alors, Lydie, tu es dans tes débuts dans le judo. Tu l'as commencé il y a 8 mois exactement. Oui, c'est Qu'est-ce que ça. ça représente les arts martiaux pour toi?
Les arts martiaux, pour moi, c'est un enrichissement personnel d'abord, du côté moral, Ok. et un moyen de se dépasser de manière physique. C'est important pour moi en fait. Voyons ce que pense ta condisciple. Alia, tu es du même avis? Bon, pour moi, les arts martiaux, ça représente beaucoup en fait. Ça me permet de développer une certaine souplesse, Ok. voilà, d'inculquer des disciplines telles que la maîtrise de soi. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Alors, Chômeur, on termine par toi, c'est un tour de table. Alors, les formations m'ont permis de me canaliser parce que Ok. dès petit, je me faisais brimer par mes collègues de classe. Ok. Donc, à la base, j'ai commencé les arts martiaux, c'était pour cogner sur les autres. Donc, Ok. ça m'a permis de me canaliser, d'avoir un côté plus spirituel et la sagesse aussi. Et le taekwondo, comment tu le définis? Comment on peut le comprendre, cette Alors, discipline? le taekwondo, c'est la voie du pied et du poing. La voie du pied et du poing. Ouais. On utilise exclusivement les jambes, Ok. occasionnellement les poings. Donc, c'est un art martial assez super. Florine? La voix du pied et du poing, il a oublié de te dire qu'en général, les taekwondoïs sont réfléchis qu'avec les jambes, hein, pas avec la tête. Bah écoute, moi je te le dis d'ailleurs en début d'émission, pour moi tu es une Miss Ronde et jolie alors, et tu me Ouais, parles en de parlant de l'amitié, est-ce que ça, Miss Rand est jolie, j'ai participé à la Fashion Week en 2016 au Spa Yacine. Donc je fais pas que du taekwondo. c'est formidable. Ouais. Donc voilà, comme il disait, le taekwondo c'est la voie du cou et du poing. Ok. Du pied, voilà. Et on n'utilise que les jambes, les jambes, les jambes, les jambes. Donc Alors celles qui utilisent les mains, qu'est-ce qu'on peut entendre par le judo? En un mot, le judo, c'est la voie de la souplesse. La voie de la souplesse. Voilà. Ok. Pour faire du judo, il faut être souple parce que tous les mouvements qu'on fait là-bas, c'est souple en fait. Il faut vraiment avoir beaucoup de souplesse. Alors c'est vrai que c'est ton ami, mais pour toi le judo intrinsèquement, comment tu le comprends? En fait, on le comprend de la même façon. Le judo, c'est la voie de la souplesse. C'est un ensemble de mouvements corps à corps qui s'exécutent de manière très légère. C'est très simple, sans brutalité. C'est vraiment basé sur la souplesse au départ. Après, les arts martiaux sont des techniques de combat qui vous sont enseignées. Et quand vous avez tout ça, finalement, comment vous vous comportez en société? Tu tapes des condisciples d'école, c'est ça? Pas du tout. On nous enseigne d'abord le code moral. Code moral. Le code moral, oui. Qu'est-ce que c'est? Ça régit le Oui, comportement du pratiquant? Ça régit le comportement du pratiquant, la manière dont il doit se comporter envers ses camarades qui pratiquent et ses camarades qui ne pratiquent pas. Ok. On nous apprend le contrôle de soi pour pouvoir se maîtriser avec les paroles qu'on reçoit dehors en fait. Et donc c'est un code qui vous suit seulement dans le cadre du dojo, des entraînements ou dans la vie à Non, pas l'extérieur? du tout. On peut l'appliquer à la vie de tous les jours. C'est les bases de la vie en groupe en fait. ça ne se limite pas qu'au dojo parce que dans la vraie vie, il faut respecter les autres, il faut Ok. savoir se maîtriser. Dans la vie professionnelle, tu as affaire à ton supérieur, tu ne peux pas répondre à ton supérieur même s'il te demande de faire ce que tu n'as pas envie en fait. Donc faire les arts martiaux, vraiment, ça englobe tout le reste. Après François, on peut le dire, tu n'es plus comme tout le monde parce que tu as des stratégies, tu as certaines connaissances pour mettre quelqu'un KO. Moi déjà, je vous avoue, depuis que l'émission a démarré, je sens que j'ai des tendances à vouloir frapper sur quelqu'un. Mais pour vous qui êtes dans le domaine un peu tous les jours, comment tu sens? Est-ce qu'il n'y a pas des réactions souvent comme ça, un gars qui te gifle en route, qui te bouscule, ça monte? Non, ça ne monte pas du coup. C'est de la maîtrise de soi, énormément. Avec l'expérience, moi je pratique depuis j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Ok. Aujourd'hui j'ai 23 ans, donc c'est la maîtrise. Quelqu'un ne peut pas me bousculer et puis tout de suite je réagis tic au tac. Non. C'est de l'analyse. Je regarde ce que je peux faire, je maintiens l'adversaire à distance, c'est pas au front tout de suite. Non. Bah, à quel moment on utilise la force devant quelqu'un qui te brutalise, un braquage par exemple? Dans le cadre d'un braquage. Tu te lâches, en fait, c'est l'occasion rêvée, je veux dire. Tu peux te lâcher, mais c'est plus important d'analyser la situation. On dit un peu revilante. Hein. Ça sert à rien si tu as des mecs qui sont à 6, s'ils ont des couteaux, tout ça. Ça sert à rien de rentrer à l'affront avec eux. Voilà. Après, vous avez parlé tout à l'heure de maîtrise de soi. Très clairement, maîtrise de soi, je crois pas en ça. Est-ce que c'est juste théorique ou finalement, dans le vécu de la chose, devant quelqu'un qui te change, parce qu'on en rencontre partout, est-ce que la maîtrise de soi est vraiment effective? Ce qui est enseigné au niveau des dojos, vous arrivez à les mettre en pratique de façon efficiente? Exactement, parce Est-ce que c'est une réalité, la maîtrise de soi? Exactement, grave, c'est de la réalité, parce qu'en salle, on nous pousse à bout. Pour un rien, on peut te faire pomper, tu tapes 500 pompes pour un rien. C'est te pousser à bout.
Pour un rien, par exemple. C'est-à-dire, si tu viens en retard, Ok. on va prendre le cas du retard. Si tu viens en retard, on peut te prendre 500 pompes. 500 pompes 500 pompes. sur 3 mois. Tu les fais pendant 3 mois. Non, mais pendant la Une séance. si la séance est de J'y 2 crois heures, pas, j'y crois pas. Sérieux? Non, j'y crois Je pas. l'ai fait pendant les 2 heures. les 2 heures en fait. 2 heures, tu bouffes Donc, que ça. après, tu as le choix. Soit tu craques, tu t'en vas, Ok. soit tu assumes et tu apprends. Bon, alors finalement, la réalisation, Monsieur Bill ne nous a pas donné des jus cet après-midi, mais tu disais que le taekwondo, c'est les poings et les pieds. Est-ce que tu peux nous faire un Akchagi, voilà, là tout de suite. On peut enlever la tablette si tu veux, si l'espace est restreint. Bah, il faut bien que tu démontres ce que tu lis. Ouais, Il te faut un sujet. oui. Bah écoutez, si je me place et que je reçois ce coup, l'émission peut s'arrêter. Bah écoute, frappe dans le vide, fais un truc là, montre-nous comment ça se passe. Un coup de pied léger en tout cas. Un coup de pied léger. Ok, vas-y, bon écoute, tu fais attention à ma tête, tu frappes dans le vide et voilà. Oui, tu peux oser. Ok. Wow. Mais t'es en jean là? En tout cas, moi, en tant que pratiquante, je me bats toujours en jean flexible. Genre, je sais pas si c'est pareil pour les En autres. jean flexible. Oui, c'est-à-dire que le jean est extensible. Tu peux Tu peux faire tous les mouvements avec Voilà. en fait. En cas de danger, tu es sauvé, quoi. Ok. Voilà. Alors, comme elle le disait, ils ont un code moral au niveau du judo. Est-ce que c'est la même chose au niveau du taekwondo? Est-ce qu'il y a des règlements comme ça où ces connaissances, on vous les donne et juste la maîtrise de soi qui est comment je vais le dire, comment on dit, la prescrite, si on va le dire comme ça? Si, au taekwondo, c'est la même chose. On a la politesse, la modestie, la patience, maîtrise de soi et la volonté inflexible qui t'accompagnent tout au long de ta vie, pas seulement que dans la salle du taekwondo. Bon, après, quand on parle de règlement, il faut des sanctions au cas où le règlement n'est pas observé. Il y a des sanctions, exactement. Il y a des sanctions en fonction du grade. Si vous avez une ceinture jaune qui commet une faute à l'extérieur, Ok. arrivé au club, on peut littéralement rétrograder son niveau à la ceinture blanche. Alors moi, je suis ceinture noire aujourd'hui. Tu es un collègue à moi puisque tu es première dan. Finalement, la ceinture noire, qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce que les couleurs ont des significations comme Bien ça? sûr, de la ceinture blanche à la ceinture rouge, vous êtes des novices. Arrivé à la ceinture noire, on peut dire là, c'est l'initiation au taekwondo. Ok. De la première jusqu'à la 9e dan. Ah, c'est même pas la fin, mais c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. commence, exactement. C'est là il faut porter les autres, il faut être responsable, il faut se maîtriser, il faut donner. Il ne faut pas attendre et tout ça. Lily, au judo, la ceinture jaune, qu'est-ce qu'elle signifie? La ceinture jaune, c'est comme toutes les ceintures, en fait, c'est juste un niveau d'étude, le niveau de compétence que tu as. C'est juste là-dessus, en fait. Bah, il faut dire que chez nous, les militaires, pour quitter de lieutenant-colonel à général 1 étoile, 3 étoiles, il faut juste signer des papiers, on part pas en guerre. Mais dans les arts martiaux, comment on fait pour monter en grade? C'est conditionné par quoi? Je vais parler de la ceinture noire, Par au exemple. niveau premier dan. Ok. Il faut savoir que de la première dan à la 2e dan, il s'écoule 1 année. De la 2e à la 3e dan, 2 ans. Ok. De la 3e à la 4e dan, 4 ans et ainsi de suite. Vous pouvez vous retrouver à la 50 ans, 8e dan, par là, Et à la mort, vous allez obtenir la 10e dan. à titre Même si, symbolique. même si vous mourrez à 15 ans ou à 17 ans, on vous donne vous allez dans la tombe en fait, avec la 10e dan. Et finalement, en fait, vous êtes des personnes dangereuses. Avec le geste que tu viens d'exécuter, on se rend bien compte que on ne sait pas très souvent à qui on a affaire dans la rue. Oui, c'est pas faux, mais bon, à un moment donné, il faut savoir se défendre aussi. Alors Lydie, dis-nous au niveau du judo, la ceinture noire dont on parlait, tu aspires à ça? Au bout de combien de temps tu penses que tu peux l'atteindre? Bien sûr que j'aspire à la ceinture noire. On ne commence pas une activité pour s'arrêter en route. La ceinture noire, c'est le but à atteindre en fait. Donc, si on commence, c'est pour arriver à la ceinture noire. Alia, pourquoi tu fais des arts martiaux actuellement? Juste pour la compétition ou pour le besoin de défense aussi? Pour tout. Ah, pour tout? Pour te défendre, pour compétir? Pour compétir, pour me défendre, pour tout. Cher ami, au niveau où tu es, tu peux t'arrêter là? Pourquoi Non. tu forces? Pourquoi tu continues? J'ai des objectifs sur le plan sport, la compétition. Ok. J'aimerais participer, je dois participer aux Jeux Olympiques 2024. C'est très bien. Essayer d'être, on va se battre pour être champion du monde aussi. Ok. Ça, c'est du côté sport. Côté martial, c'est l'accomplissement personnel, élévation spirituelle.
Ok. On retient la même chose pour toi, Florine? Pour moi, j'ai beaucoup de choses à accomplir. Surtout, comme je disais, aider les jeunes à travers l'Afrique à réaliser leurs rêves. Pouvoir monter un projet qui va faire en sorte qu'ils puissent devenir des champions du monde ou de s'adonner à la délinquance. Donc pour moi, la compétition, ce ne sera pas trop mon truc. D'ici quelques années, je vais arrêter. Mais c'est un peu ça mon combat, en fait. À travers le sport, donner une deuxième chance à ceux qui ont raté leur vie. Après, il y a un jeune homme qui nous disait que les personnes qui font des arts martiaux sont généralement des sorciers parce qu'on parle de méditation. Vous sortez en vampire, vous revenez, alors comment on peut comprendre la méditation? Bon, moi j'ai compris la méditation surtout en combat. Ok. Parce que nous avons des adversaires très rapides. Sachez déjà qu'un pratiquant qui monte sur un tatami, c'est sa vie qui risque. Donc s'il n'est pas concentré, franchement, il peut perdre sa vie. Pour moi, la méditation... Perdre sa vie dans le sens propre. Il peut recevoir un coup irrégulier ou un KO, là, prendre un KO là tout de suite et il se retrouve Donc tu sais de nous dire que c'est une distraction, tout ce qu'on voit comme protection. Tout ça, c'est... Il en est la preuve vivante. Hein. Il s'est cassé le bras 2 fois déjà. Les protections n'ont servi à rien. Je me suis cassé le bras gauche 2 fois. Ouais. Et t'as attendu le temps de guérison et tu es reparti. Oui, tout de suite. Formidable ça. Donc pour moi, j'ai compris la méditation juste pendant la compétition. C'est-à-dire qu'en salle, quand le maître disait Anja, on est assis, on réfléchit, on médite. C'est une incantation ça? Anja, ça veut dire asseyez-vous, les pieds. Voilà, comme si on prenait le. Et nous sommes dans quelle langue là, si tu veux? Coréen. Anja, genre assis, position avec les pieds. Notre invité du jour, c'est un Coréen. Okay. D'accord. Il vous expliquera alors. C'est compris. D'accord, donc on nous disait de méditer, d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes. Et en même temps, quand tu le fais, tu peux voir, tu peux sentir, en fait, si quelqu'un fait un mouvement, tu peux... Un peu comme dans les films, oui, un peu comme dans les films, tu peux sentir le danger arriver. Et c'est la même chose en compétition. Tu peux avoir un œil crevé et on te dit de continuer. Tu es là pour la médaille d'or, en finale. Tu fais quoi? Tu abandonnes? Tu es obligé de te concentrer, de méditer et aller jusqu'à la fin. La méditation, on le fait en judo? Tu la pratiques, la méditation? Personnellement, je ne la pratique pas. Pour moi, en fait, c'est une chose, c'est très compliqué d'oublier la vie qui est autour pour me concentrer uniquement à l'intérieur de mon corps, avec mon esprit et tout. Pour moi, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais réussi. C'est juste trop fort pour moi. Alia, il t'arrive des fois de sortir, l'esprit quitte le corps et tout ça, et tu reviens? Non, je ne peux pas. C'est pas de la sorcellerie, c'est juste de la concentration, en fait. On appelle ça la zone. À un moment donné, ton esprit... Non, là, tu lui fais... Alors, François, tu essaies de nous dire, là, elle essaie de nous dire que ce qu'on voit dans les films des Coréens, des Chinois en général, c'est réel. Lorsque l'on voit quelqu'un qui monte sur une montagne, il a les yeux fermés, il se dit qu'il est ailleurs. Vous le vivez en temps réel? Alors, se dire qu'on est ailleurs, c'est s'évader. Mais genre, quand vous êtes dans le dojan, la salle de taekwondo s'appelle dojan. C'est pas clair, la méditation, c'est s'évader. Il faut être dans le moment présent, il faut être présent, il faut avoir tous les sens, ressentir tous ses sens et ne pas s'égarer. Ok. Tu peux pas être en salle et penser à autre chose à l'extérieur, ça va pas le faire, tu seras perturbé. La méditation, c'est la concentration. Tu n'es pas obligé de voyager pour aller comprendre le monde et revenir en fait. Okay. Tu restes juste focus, concentré en fait. C'est tout. Alors, à côté du judo, à côté du taekwondo, il y a ce qu'on appelle le kung fu Shaolin. Je vous laisse regarder cet élément.
Alors on vient de regarder cet élément et on se rend bien compte que ce qu'ils font les arts martiaux, ce sont des gars assez dangereux. Bah écoute, Schumer, tu peux devenir garde-corps. Quel est le débouché des arts martiaux? Après avoir fait des compétitions, tu as frappé plusieurs personnes, tu as rencontré des personnes plus fortes que toi à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui reste après? Tu feras un bon garde-corps, toi? Bon, ça dépend. Il y a l'accomplissement, il y a ce côté spirituel où vous pouvez... je vais parler plus dans l'optique de former. Ok. Former les jeunes et ouvrir des salles, des trucs comme ça. Promouvoir l'art en fait. Et après, il y a l'arbitrage. Vous pouvez devenir arbitre international. Là commence ce côté martial. Voilà. Franchir les étapes. Il n'y a pas que la compétition dans le taekwondo en fait. Ah, c'est très bien ce que tu dis parce qu'on parle de art martial et tu dis que là commence le côté martial. Exactement. Imaginez un compétiteur. Ok. Parce qu'en taekwondo, on a 3 branches. On a la compétition, le sport. Okay. On a les pumsé et on a la démonstration. Alors imaginez un... Bah écoute, si tu enlevais ton... excuse-moi, c'est une capuche, un gilet. Ouais, désolé. Et si tu nous faisais une démonstration d'un pumsé là tout de suite? Alors, 2-3 petits gestes par exemple, puisque tu as un micro. 2-3 petits gestes alors. Bon écoute, on va être pratique, moi je vais prendre ça pour toi. Alors si tu nous fais 2-3 petits gestes là. Parce que comme je suis... En cas de braquage, donc tu te laisses faire parce que tu n'es pas en condition. En cas de braquage, c'est avec les mains que je vais réagir. Tu nous fais un truc avec des mains, bon pas sur moi, sur le vide. Alors je vais démontrer. Je peux être en... direct. Ok. Ne me fais pas du mal. Ok. Avec le tranchant de la main. Le tranchant de la main en coréen c'est sonal. Ok. Sonal. Direct ici. Aïe, je l'ai senti. Ça va, c'est direct, soit au cou. Ça tue, ça paralyse ou ça fait juste du mal? Tout dépend de l'intensité. Ok. Vous pouvez vous endormir. Ok, vous pouvez vous endormir. Vous pouvez vous endormir si je frappe à l'extérieur du cou. Ah bah à ici, l'intérieur. je meurs, je m'étouffe là. Là c'est clair, vous allez y passer. Et tout ça, on apprend ça dans les pumsé. Ok. Alors, je disais le cas d'un pratiquant à fond dans la compétition. Imaginez, il se casse le pied. Qu'est-ce qui lui reste? Il reste l'art martial, le pumsé, passer les étapes. C'est ça. On ne peut pas se concentrer que rien que dans le sport, je fais que la compétition, non. Il faut apprendre ses pumsé, vous faites démonstration, casser les planches. Et voilà. Et finalement, qui combat contre qui? On parlait de kilogrammes. Tu disais que tu as participé à une compétition, tu étais pour les moins 74 kilos. Exactement. Et le monsieur qu'on va recevoir tout à l'heure est dans le cadre des moins 68 kilos. Alors tu nous en dis plus là-dessus? Alors en taekwondo, nous sommes répartis en fonction des catégories. Moi aussi. Pas des âges, les âges ça compte pas? Non, pas des âges. Ok. En 2018, je faisais aussi les moins de 68. Ok. D'ailleurs, j'ai quitté le Gabon, j'avais 64 kilos. Arrivé au mois de janvier 2019, j'ai commencé à atteindre les 72-73 kilos en régime. Automatiquement, tu changes de catégorie. J'ai changé de catégorie de combat. Bah, c'est de dire qu'il vous faut une gestion du poids vraiment Exactement, appliquée. oui. Je disais tantôt Ok. que pour moi, aller dans les salles de fitness et compagnie, c'est perdre du temps, c'est une distraction. Ouais. S'il faut vraiment perdre du poids, venez nous voir. Parce que nous, on a l'habitude de gérer les poids. Okay. Vous pouvez être à 73 kilos. Si votre coach vous dit que vous avez besoin d'être dans les 68 kilos, vous serez obligé de casser du poids en fait. C'est instantané, c'est juste 2 semaines cardio et puis vous avez... Il y a beaucoup de points à prendre en compte. Voilà. C'est pas dans de la volée comme ça qu'on casse. C'est pas en une semaine qu'on casse le poids. Okay. Il y a la bouffe. Moi, pour changer de catégorie, j'ai dû assimiler 4000 calories par jour. Ma foi. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a plein d'étapes à prendre en compte. Au judo, on rencontre la même chose. Tu compétites avec des personnes de ton âge, du même poids que toi. Dis-nous en plus. Moi, comme je ne suis pas en compétition, je ne sais pas trop, mais je pense que ça dépend du poids en fait. C'est par rapport au poids. Toi aussi, tu ne compétites pas parce que tu es en soutien jaune. Je ne fais pas encore de compétition, mais c'est pareil que dans le taekwondo. Après, qu'est-ce qui te fait monter en grade si tu ne compétites pas? Si ce qui nous fait monter en grade, ce sont les passages de grade. On nous montre des techniques et puis après une certaine période, on nous évalue pour savoir si on a assimilé ces techniques-là et si on peut en apprendre de nouvelles. C'est à ce moment-là qu'on change de grade. Au bout de combien de temps par exemple? Normalement, c'est 3 mois entre les grades, mais ça peut changer selon l'appréciation du sensei. Alors, tu es un exemple puisque tu es passé en classe de première avec 14 de moyenne. Mais comment tu fais entre l'éducation sportive et l'éducation académique, scolaire, on va le dire? Au début, c'était difficile parce que en fait, je n'ai jamais beaucoup fait d'efforts physiques. Donc,
quand j'ai commencé le judo avec des douleurs au corps et la fatigue parce qu'on rentre tard le soir, c'était compliqué avec les cours et les L'école de devoirs. 7h30, tu arrives à 9h finalement. Voilà. Donc en fait, c'était compliqué. Mais comme moi, personnellement, j'ai toujours eu un emploi du temps de lundi à dimanche. Donc il m'a juste suffi de le modifier en fait. Après, au fur et à mesure, ça passe. Alia a 13 de moyenne de passage en première, c'est remarquable. Avec le sport à côté, Oui, oui. il n'y a pas une éducation qui est souvent marginalisée par l'autre, non? Non, non. Les entraînements, combien de fois la semaine? 3 fois. 3 fois la semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Et l'école du lundi au vendredi. Exactement. Et tu arrives à gérer avec les parents, ils ne s'opposent pas? Non, non, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, par rapport à mon emploi du temps, je ne pouvais pas être aux entraînements les lundis parce que le lundi, je terminais en retard. Ok. Donc, j'assistais aux séances du mercredi et le vendredi. Le lundi, je n'assistais pas aux séances. Alors tu nous parlais de souplesse tout à l'heure dans le judo. Est-ce que tu peux démontrer cette souplesse-là dont tu faisais montre? En faisant quoi? Je sais pas, un grand écart par exemple. Pardon? Elle est très souple en fait. Et le grand écart, c'est sa spécialité. Alors tu nous fais un truc? Je vais essayer parce que je Ah, le t'es en dis. jean? Oui, je vais Bon, et essayer. c'est toi, il faut bien que tu prouves tout ce que tu disais tout à l'heure. Bah, la scène t'est donnée, il n'y a pas de tatami, j'espère que ça va pas faire mal. Oh! Ma foi! Wow, wow, wow. Super. Tu disais que tu fais de souplesse depuis quel âge? Depuis que je suis Ça craque pas, tu sens que tu es bien, tu vas Non, bien ça rentrer va. chez toi? Je vais bien rentrer chez moi, ça va. C'est juste une question d'habitude en fait. Ma foi, Son c'est corps est habitué, formidable. donc il y a pas de Marvin, souci. t'es en train de pleurer? Ah non mais... non mais j'ai eu peur pour elle, sincèrement. C'est l'habitude. l'habitude. C'est l'émotion. Ah c'est formidable. Alors François, dis-nous, tu es en deuxième année d'université. Comment tu gères l'éducation sportive et académique? Il n'y a rien de compliqué. Y a rien de Une compliqué. bonne organisation. Tu arrives à surmonter, surtout pendant les périodes d'examen. Ok. En salle, on nous apprenait un combattant et maître du temps. Ok. Donc, quand tu finis l'entraînement, tu établis un emploi du temps. Je mange à telle heure. Après, je vais à l'école. Quand je rentre de l'école, je finis mes devoirs et tout. Et je vais au sport. Le sport, c'est complémentaire. Si l'école te prend la tête, tu vas libérer tout au sport. Dans la salle de sport. Floride, lorsque l'accessoire et le principal prennent la même route, il y a toujours un qui prend le dessus sur l'autre. Tu as dû sécher beaucoup de cours pour avoir ta médaille d'or dernièrement. Non, pas du tout. En fait, comme me disait Anthony Obama, on a eu l'occasion de discuter et Ok. je lui demandais des conseils par rapport à tout ça. Et il m'a dit une seule chose, quand on veut, on peut. Il n'y a Ok. pas de limite. C'est juste un sacrifice dans la vie, en fait. Donc, je veux réussir. Je me donne les moyens. Je peux faire les deux en même temps. Ça ne m'a pas dérangé. Donc, voilà. Alors, il a 27 ans, il a 1m90, il fait pas peur, mais il est très dangereux. Regardons cet élément et recevons notre invité du jour. Alors, chose promise, chose due, monsieur Bibon Zogo Célestin, bonsoir à vous. Bonsoir. Quoi de neuf? Je vais toujours bien, comme vous pouvez constater. Ah, vous allez toujours bien. Toujours. Alors, vous avez la faculté de parler français, anglais, espagnol. Vous savez dire bonjour en coréen. Annyeonghaseyo. Ah, c'est très bien. Can you introduce yourself, please? My name is Nzogo Biban Celestin. Actually, I'm a student at banking, Okay. and I'm from, as you can see, Gabon. So if you have another question, just ask me and I will answer. Como se dice, prête-moi les mots, puedes presentarte en el español. Presentar. Ok, en español voy a hablar en español. Me llamo Nzogo Biban Celestin. Soy un estudiante en banco. Nada más, si tienes una pregunta, puedes preguntarme. Ah ben il est formidable ce monsieur. Si. Bah écoutez, qu'est-ce Super. qu'il disait le monsieur? Il disait que les Zogo Biban, il est en licence 3, banque finance. Et la suite, vous l'avez bien compris. Alors monsieur Bibon, octobre 2012, vous êtes champion du Gabon à Lambaréné. C'était Vous exactement rejoignez ça. l'équipe nationale la même année. Exactement. En 2013, vous êtes vice-champion du Gabon à Koulamoutou pour le compte des moins 58 kg. Effectivement. 2014, vous participez à la Coupe du Med Park pour le cadre des moins 68 kg. À l'intérieur du pays, vous avez fait vos preuves.
Sur la capitale, vous avez fait vos preuves. Comment cette histoire avec le taekwondo commence-t-elle? Le taekwondo, je vais dire que c'est une partie de moi. Ok. Le taekwondo commence lorsque j'ai 12 ans. Ok. C'est la seule voie que j'ai pu trouver pour moi de pouvoir me distinguer par rapport à l'entourage dans lequel j'ai grandi. Donc le taekwondo était comme un élément qui m'a sauvé un peu d'une façon de vivre en fait. C'est-à-dire aller à gauche, aller à droite. Alors l'énergie que j'avais à ce moment-là, je l'ai canalisée dans le taekwondo et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc en étant dans le taekwondo avec ces 5 principes, ça m'a permis d'affronter la vie dans les différentes étapes en fait. Donc pour moi, le taekwondo, c'est pas rien que le sport en fait. C'est une partie de moi. Ok. Alors finalement, dans le taekwondo, on écoute des cris « aïe, aïe » quand il frappe. Très souvent, on écoute des cris, on voit des salutations. Qu'est-ce que ce langage traduit, Chemer? Ce langage de cris, de salutations. C'est le kiap. Le kiap. Ok. Le kiap, c'est pour extérioriser l'énergie. Quand tu t'entraînes, tu combats, tu ne peux pas t'entraîner dans le silence. Il faut se libérer complètement. Le salut, c'est le respect du maître. Ok. De l'adversaire souvent. Et puis... Alors, quelles sont les valeurs que prônent les arts martiaux, le taekwondo pour toi, par exemple? Le respect. Vraiment, le respect. Les arts martiaux t'empêchent de t'égarer. Ok. Vraiment, c'est comme le disait... C'est de la soumission, mais c'est de la bonne soumission. Exactement, oui. Et dans quelles valeurs tu te retrouves au niveau de la pratique des arts martiaux? Pour moi, c'est... je suis paresseuse de nature. Donc pour moi, les arts martiaux, ça réveille un petit peu mes idées, mon cerveau, mon corps en fait. Donc, ça va. Lydie, on t'écoute. La valeur dans laquelle je me retrouve le plus dans les arts martiaux, c'est plus le respect. Parce que c'est avec le respect que tout le reste vient en fait. C'est le plus important, c'est la première chose à suivre en fait. Ok. Alors Monsieur Bibon, en 2014, vous gagnez votre bac de série B. Vous prenez part à la Coupe d'Afrique des Nations à Tunis. Vous participez au Dream Programme organisé par le Comité olympique national en Corée du Sud. En 2015, vous êtes aux Jeux olympiques universitaires en Corée du Sud. Quel est le plus important pour vous dans un combat? Pour moi, dans un combat, en fait, pour certaines personnes, ils ont en fait la mentalité de toujours gagner. Okay. Alors que dans un combat, ce n'est pas tant le but, la victoire. En fait, vous devez vous sentir dans un élément où vous faites ce que vous faites avec passion. Okay. Ce n'est pas que le combat qui compte, mais profitez de l'instant dans lequel vous êtes en fait. Pour moi, par exemple, quand je suis dans un combat, j'oublie complètement tout ce qui est autour de moi. Les histoires et tout ça, j'oublie complètement tout. En fait, c'est le seul moment où je peux m'exprimer. Vous voyez, un peu comme l'autre s'exprime avec autre chose et tout ça. Moi, ce n'est que dans le taekwondo que j'arrive à m'exprimer. Parfois, je peux dégager ma colère, par exemple. Parfois, et tu frappes fort. Le but, en fait, c'est de ne pas que tu te relèves quand je te frappe, en fait. Parce qu'il y a une règle qui dit, si je te frappe, tu te relèves, tu reviens plus avec des rages. Donc, je cherche à terminer tôt parce que tu ne connais pas aussi peut-être ma condition physique. Donc, si je ne suis pas trop sûr, je cherche à te mettre KO et puis on termine là. Et c'est le but. Parce que le combat, comme on met Bob Ngom, que je salue au passage, Fernand, il dit toujours, en fait, le combat, c'est pas je tape, tu tapes, je tape, tu tapes. Non. Si je te tape, ça s'arrête là. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça mon état d'esprit. Et dans ça, il n'y a pas d'émotion, en fait. Pas d'émotion. Et quelle est la particularité pour vous d'une compétition internationale, par exemple? En fait, c'est le ranking déjà. Quelque chose qui est le ranking. Ok. Parce que plus vous participez à ce genre de compétition, plus vous avez des points. Peut-être le définir pour nos téléspectateurs francophones. Le ranking. En fait, le ranking, c'est un classement international qui vous permet d'acquérir des points à chaque fois que vous participez aux compétitions. Et ces points vont vous permettre d'être classé dans un certain rang. Après, vous pouvez vous qualifier automatiquement pour les Jeux olympiques. Ou vous pouvez aussi notamment avoir un ranking, une place parmi les meilleurs au monde, en fait. Ce n'est que là où on reconnaît les meilleurs sportifs dans le ranking. Donc, vous pouvez participer aux compétitions, mais si vous n'êtes pas ranké, personne ne vous connaît, en fait. Ouais, ça nous permet aussi, dans les compétitions, s'il y a plus de 1000 combattants, avec votre ranking, vous êtes placé à un certain niveau de la pyramide pour ne pas avoir à faire tous les combats du bas, en fait. Ça vous donne certains avantages, en fait. Ça donne beaucoup d'avantages. Ça donne beaucoup d'avantages. Après, est-ce qu'au niveau de la pratique des arts martiaux que vous faites, vous avez une autre éducation que l'art et le martial, si je peux le dire ainsi? En fait, qu'est-ce que je veux dire? On se rend compte peut-être au niveau du catch, il y a des poids légers qui affrontent des poids lourds et tu vois un Rey Mysterio devant un Greg Khali, le gars il se demande
est-ce que vraiment je peux y aller? Mais physiquement, il tient tête, il montre que je peux, mais il sait que c'est bizarre. Est-ce que vous avez une formation dite psychologique ou mentaliste? On peut le dire comme ça. Je veux encore remercier mon maître Bob Mengom Fernand Ça fait par rapport à pour ça. lui. Oui, c'est mon père spirituel au niveau de l'art. Il m'a appris depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc il m'a toujours dit, écoute, tu fais quelque chose, tu ne viens pas pour assister les gens. Il y a ceux qui viennent pour assister les autres dans une compétition et toi tu viens pour te faire un nom. Donc peu importe celui qui est devant toi, tu te débrouilles mais tu dois gagner. Voyez un peu. Donc peu importe la taille de l'adversaire, le gabarit et tout, tu dois gagner. Parce que lorsque tu arrives à un certain niveau, ce n'est pas parce que tu es deuxième, troisième, on ne regarde pas trop les deuxièmes et troisième, on regarde le premier. C'est très clair. Vous voyez un peu. Et je veux aussi dire par là que vous aurez l'occasion d'assister au Taekwondo Beach le 28 juillet. Vous allez voir que les premières catégories affrontent les plus lourdes. Ouais. C'est pas dangereux ça? C'est dangereux, mais comme il disait, c'est pas... Peu importe la personne qui est devant toi. Ils sont préparés. Voilà, ils sont préparés. Donc, je vais peut-être rebondir sur ça. Par exemple, lorsque j'étais en Corée du Sud, ma première expérience était... En fait, j'avais cette petite peur-là. Je me dis, je suis en Corée du Sud, je suis dans le pays même de l'art. Comment je vais faire pour battre les Coréens? Vous voyez un peu. Mais après, j'ai un coach psychologique qui me disait, en fait, vous avez tous les mêmes professeurs, vous avez les mêmes entraîneurs, même si c'est ici que le sport est né, mais vous pouvez le faire parce que vous entraînez avec eux. Et parce que je crois en vous, en fait, il m'a formaté psychologiquement pour que lorsque je vais sur le tatami, je me sens tellement fort que j'ai même pu battre les Coréens et avoir 3 médailles d'or. Donc, c'est pas une petite chose. Et c'est très important. Par contre, c'est ce genre de système qu'on aimerait plus avoir ici. Parce qu'avant d'aller dans une compétition, un athlète a 1001 choses en tête. Vous voyez un peu. Il y a des soucis et tout ça là. Donc, il faut arriver à un niveau où l'athlète oublie tout ça. Mais pour ça, il faut un coach psychologique. Un coach psychologique, c'est quelqu'un qui te dit ce qu'il faut, au moins il faut. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, vous avez des gens qui vous travaillent psychologiquement, qui vous donnent l'impression que vous êtes au meilleur au monde. Et rien qu'avec ça, dans l'estime de soi, vous pouvez accomplir des choses. En fait, c'est vous donner confiance en vous. Et c'est vraiment très important. La clé de tout, il paraît que c'est la confiance. J'y crois moi aussi, la confiance en soi. François, tu en as bénéficié? Alors, ce qu'il dit, c'est très important parce que tu peux être prêt physiquement. J'ai eu le coup en 2013, la présélection de la Coupe du Gabon. J'étais prêt physiquement, mais dans ma tête, j'avais grave peur. Je donnais des coups, je tombais, je donnais des coups, je tombais. J'ai fini par perdre mon combat. Après, est-ce que le public joue dans cette atmosphère-là? Parce qu'après, tu prends un coup, tu tombes et le public ne se retient pas de huer sur toi. Est-ce qu'il ne faut pas une éducation pour le public, par exemple? Mais déjà, là, je dis et je redis, la méditation, c'est important. Il faut se concentrer. Ouais. Parce que si on suit le public, on ne va rien faire. C'est comme dans la vraie vie. Si vous écoutez tout ce que les gens pensent de vous, vous n'allez jamais avancer. Effectivement. Voilà. Merci. Donc... Alors, et on voit la jeune Lydie du bas de sa ceinture jaune qui est impressionnée. C'est juste que là, on est sur les compétitions. C'est quelque chose qui m'est étranger. Donc, j'écoute et je prends note en fait. Ok. Donc, comme vous avez parlé de la méditation, c'est un élément très important. C'est pourquoi vous voyez souvent le sage dans la montagne. Il n'a pas besoin de beaucoup. En fait, la méditation, pour moi, c'est une communication avec l'énergie naturelle. Vous voyez un peu. C'est que vous arrivez à un niveau où vous renoncez à tout ce qui se passe autour de vous. Ah ben là, je sens que je suis en train de quitter ma chaise. Oui, et moi aussi, je vous sens en train de quitter la chaise. Donc, vous arrivez à un niveau où vous renoncez à tout ce qui est autour de vous. Vous vous concentrez sur un but bien précis. Et dans la méditation, vous avez plusieurs étapes, en fait. Il y a d'abord la première étape qui est d'abord de taire votre soi intérieur. Vous voyez un peu. Donc, lorsque je parle là, il y a peut-être une personne qui est en train de beaucoup réfléchir. Vous voyez. Donc, il y a d'abord la première étape, c'est-à-dire que vous commencez la méditation, vous demandez à votre tête d'être posée. Vous pouvez l'ordonner et puis ça arrive. C'est comme vous voulez prendre une décision, si vous écoutez les 1000 voix dans la tête, vous n'allez pas y arriver. Donc, vous vous calmez d'abord, vous attendez, vous avez cette étape-là. Après, vous avez l'étape de la focalisation. Lorsque vous focalisez sur un objectif bien précis, vous voyez, votre tête est là, l'esprit est là. Et vous êtes sur cet objectif et ça vous permet de regarder cet objectif. Par exemple, si là je vous dis, vous fermez les yeux, je mets une musique et puis je vous guide dans une méditation, vous allez peut-être, l'esprit va peut-être quitter le corps. Attention, monsieur Biba, vous êtes en train d'effrayer ma vie. C'est mieux pour nous de rester scotchés sur nos chaises. Ce qu'il dit, c'est très important, que la méditation, c'est pas sur le court terme aussi, c'est sur le long terme. Parce que si j'ai une compétition en tête, par exemple le mois de décembre, dès le mois de juillet, je suis déjà concentré. Je me dis rien que sur la compétition, rien que sur ça. Et si tu as les examens, tu oublies?
Non, du tout. Et C'est là où la méditation aide beaucoup. La méditation aide beaucoup. Il faut savoir se diviser en deux. Il y a la partie rouge et la partie bleue. Il y a la visualisation en fait. Voilà. En fait, il y en a aussi, j'ai rencontré un sportif en 2017 à la Coupe du Monde notamment qui m'en a parlé. Il m'a dit, il faut toujours te voir le jour de la compétition, même 3 à 5 mois en avance. Exactement, oui. Tu te vois le jour de la compétition en fait, tu te vois même en train de gagner. Même si, même si tu n'as pas encore gagné, mais vois-toi déjà en train de gagner. Okay. Donc, travaille cet esprit parce que le jour que tu arrives, il se peut que la nature soit avec toi et puis, bon, voilà, tu gagnes. Mais c'est très important. Tout à fait, oui. C'est très important. Alors, Monsieur Biban, en 2016, vous êtes inscrit dans une université prestigieuse, celle de Oufs, en Corée du Sud. Vous y allez justement pour des études. Et finalement, puisque vous êtes athlète, vous participez à votre première compétition d'agent. C'est bien prononcé. Voilà. Et Daejeon, c'est Daejeon. Daejeon. Oui. Ah, Marvin et l'anglais. Vous avez votre première... C'est angle, c'est pas anglais. C'est du coréen. Ah, c'est du coréen. Oui. Ah ouais, parce que moi je parle très bien anglais et vous le savez. Oui, ça j'ai compris. Oui. Alors vous avez votre première médaille d'or, vous représentez le Gabon. Vous faites remarquer par un coach coréen qui vous a parrainé, il vous a pris par la main, ce monsieur, il a assuré votre intégration. Les Coréens étant très conservateurs, il vous a permis de rentrer dans des compétitions nationales et finalement vous lui donnez raison lorsque vous gagnez votre deuxième médaille d'or. En 2017, en pleine session d'examen, vous recevez l'invitation du Gabon pour la Coupe du Monde. Monsieur Biban, la Corée du Sud, assez qualificatif, vous l'avez dit, d'être le pays du taekwondo. Que représente ce vécu pour vous? En fait, je dirais que c'est le rêve de tout athlète, surtout au Gabon, d'arriver en Corée, s'entraîner avec les meilleurs. Pour moi, je dirais que sur le plan sportif, c'est la meilleure expérience que j'ai vécue jusque-là. Parce que vous arrivez à combattre avec des gens que vous ne connaissez pas, des gens qui ont une autre façon de travailler, des gens qui ont une autre mentalité, parce qu'eux aussi travaillent avec des coachs psychologiques, c'est aussi avec des gens qui donnent confiance, en fait. Donc, quand vous arrivez à un niveau comme ça, en fait, vous ne vous négligez plus. Excusez-moi de le dire, mais ne vous négligez plus. Okay. Exactement, oui. Parce que vous êtes là, vous êtes le seul étranger dans une salle où il y a peut-être 20, 30 personnes. Et déjà, moi, au début, je ne parlais pas coréen. Bon, je m'en sors encore. Donc, vous arrivez dans un niveau comme ça, la seule personne avec qui vous parlez, c'est le coach qui parle anglais. Donc, vous devez vous imposer dans ce milieu-là. Vous travaillez avec les gens déjà sur le plan linguistique. Vous vous entendez pas, mais vous arrivez à vous adapter. Je pense que c'est quelque chose de très étonnant. Et après aussi, il y a aussi l'encadrement. C'est-à-dire que je ne m'entraînais pas là-bas comme je m'entraîne au Gabon. Il y a la salle, il y a les kinés, il y a les coachs. Il y a tout un suivi. Donc là-bas, j'avais un suivi, je vais parler dans les détails, mais j'avais un suivi très niveau professionnel. Au titre d'un professionnel. Voilà, qui me permettait au moins d'avoir accès à tout ce que je voulais en fait. En fait, c'est le rêve. Celui qui va en Corée, affronte les Coréens, travaille avec eux, comprendra que oui, c'est du boulot, c'est pas la blague. Là-bas, je m'entraîne 4 heures à 5 heures par jour. Ici, je m'entraîne 2 heures. Et là-bas, quand le Coréen arrive en compétition, toi qui t'entraînes 2 heures, tu te dis, je vais battre un Coréen, c'est pas possible. C'est très clair. Donc, en fait, c'est aussi l'état d'esprit. Et depuis que vous êtes rentré au Gabon, vous n'avez pas compétité. Le pourquoi? Non, au Gabon, j'ai dit, je combat pour Gabon. Pourquoi, M. Biban? En fait, je le comprends parce que, en fait, nous qui avons... vous avez quelqu'un à votre droite, pour certains, face à vous, qui est en train de briguer une carrière en judo. Ne la découragez pas, s'il vous plaît. Non, c'est ça, il faut pas, il faut vraiment pas te décourager. En fait, il faut pas vous décourager. Vous savez, pour que vous commenciez à faire comme nous on a fait, nous qui sommes là, nous ne sommes pas là aujourd'hui parce que on nous a contactés comme ça. Nous avons travaillé. Nous avons commencé dans les conditions comme tout le monde en fait. Mais démarquez-vous. Il faut avoir un nom. Et lorsque vous avez un nom, vous allez à l'étranger. Et c'est lorsque vous terminez là-bas, vous venez au Gabon, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir que les conditions ne sont pas les mêmes. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire certaines choses comme si vous étiez à l'étranger. Donc c'est par rapport à ça que moi j'ai dit, au niveau du Gabon, je ne combats pas, vous voyez. Et c'est comme ça, comme d'autres aussi pensent et d'autres aussi espèrent que les choses changent et tout ça. Donc, après, ce n'est pas une décision qui pourrait jouer sur votre performance? Non, question performance, non. Je m'entraîne toujours, soit tous les jours, soit 4-5 fois par semaine. Et j'arrive à gérer entre ça et mes études parce que je me dis, j'ai commencé ça depuis 12 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc ça fait quand même beaucoup. Et je vous rappelle même que pendant que je passe le bac, 3 ou 2 semaines en avance, j'étais en Tunisie. Mais après le bac, c'était dans 2 semaines. J'ai gagné mon bac d'office. Et dans l'avion, j'étudiais. Je me rappelle, j'étais avec une amie, Tornade. Elle aussi, elle étudiait dans l'avion. On a passé le bac ensemble.
Donc Ibouye Nzamba, il s'appelle Ibouye Nzamba, Tornade, c'est son petit nom. Que vous pouvez saluer au passage. Que je salue très bien au passage, que j'ai remercié, j'espère qu'elle va bien. Après 73 kilos. Voilà, donc c'était dans l'avion, on étudiait. Après la PC, je partais prendre mes cahiers. En fait, c'est une question d'organisation, comme Florine l'a dit tout à l'heure. Quand vous voulez, vous pouvez. Et Paulo Coelho le dit dans son livre. Lorsque vous prenez une décision, l'univers se met à vos côtés. Exactement. Alors, il y a mon réalisateur qui me fait signe que le temps est en train de partir. Rapidement, vous avez 3 secondes chacun. Un petit conseil pour ceux qui commencent à peine l'activité. Monsieur Liban, on commence par vous. Avant, tout d'abord, j'aimerais remercier mes parents au passage. C'est très bien. Mon oncle et ma tante. Ok. Avant de donner un conseil. Donc, le conseil que je vais donner aux gens, c'est faites ce que vous faites, pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Travaillez pour vous-même avec passion. Lorsque vous attendez quelque chose en retour, vous allez vous décourager au fil du temps. Travaillez parce que vous aimez ce que vous faites. Monsieur Chemer, on vous écoute. C'est le travail qui paie, il n'y a pas de magie, rien que le travail. Florine. Déjà, je remercie ma mère et mon maître Eric Malikou. Et tout ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et accomplir. Donc, ne vous découragez pas. Peut-être pas un conseil, il dit, mais un mot de fin. Un mot de fin. Bon, si je peux donner un conseil aussi. Bon, on t'écoute alors. En fait, c'est juste de ne pas se décourager au début parce que les débuts sont toujours difficiles. Et si on suit les débuts, on risque de rater quelque chose de bien en fait. Regardons Marussia, c'est tout de suite. Oh là là, que c'était chaud sur le plateau de Forum Ado. On a reçu pour vous, mesdames et messieurs, les maîtres de la basse sont la basca et tout ce qui fait mal. Mesdames et messieurs, des gens à qui je ne montrerai jamais mes dents. Mais pour vous, j'ai gardé l'élément pour la chronique entre nous. Mesdames et messieurs, je vous laisse regarder tout de suite les aigles de Shaolin dans la chronique entre nous. Mesdames et messieurs, je vous présente les aigles de Shaolin, des jeunes qui sont prêts à nous défendre à tout moment. Messieurs, je suis fan de vous, hein, d'accord? Et je me sens nettement plus protégée là. Ouais, l'émancipation de la femme, ça s'arrête là. Je plaisante. Alors, messieurs, je suis contente de vous recevoir dans la chronique entre nous, d'accord? On est entre nous, d'accord? Vous me posez les questions auxquelles je ne vais pas répondre, mais je vous pose des questions auxquelles vous répondez forcément. Alors, nous avons Monsieur Ken, qui est le maître, d'accord? Monsieur Ken, mettez-vous à côté de moi, ne vous en faites pas. D'accord. Nous recevons Monsieur Ken. Alors, Monsieur Ken, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oh, superment bien. Vous vous sentez bien avec moi? Tranquille, c'est la saison en plus. Oh là là, je suis charmée là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Monsieur Ken, je reçois vos apprenants auprès de moi, d'accord? J'ai quelques petites questions à leur poser, mais avant, j'aimerais savoir, vous, quel est le rapport entre les parents qui acceptent que leur enfant fasse des arts martiaux et vous qui êtes le maître, par exemple? Déjà, il faut avouer que c'est toute une organisation. Lorsqu'on entraîne des gens, des personnes, des jeunes comme des adultes, il faudrait avoir l'approbation des parents. Et on a une fiche d'adhésion où on envoie d'abord vers les parents et ensuite on attend le retour de cette fiche vers nous, les responsables, et ensuite on peut acquérir l'enfant dans le club. Ah d'accord, bon, moi là sur le plateau je me sens un peu déféminisée là, donc il n'y a pas de filles qui font dans le Shaolin, non? Oh, il y a beaucoup de filles, il y a même des jeunes filles, des petites et des plus grandes. Dommage, c'est parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'être peut-être aujourd'hui, peut-être à la prochaine édition. Ah d'accord, bon moi je vous attends sur le plateau, hein. D'accord, alors les garçons, moi j'ai une question pour vous là. Donc avec madame, comment ça se passe quand il y a la Bastille, la bastonne là? Vous tapez sur les femmes? Non, je m'enfuis, je préfère m'enfuir. Ah vous enfuyez? Et toi tu tapes sur madame avec le kung-fu et tout, en mode Jet Li? Non, je tape pas madame, par contre je gronde tout simplement, j'ai mes limites là. Donc ce sont les aigles de Shaolin, on va continuer. Alors moi j'ai une petite question à savoir, comment est-ce que vous faites l'adéquation entre vos études et les arts martiaux par exemple? Vous avez des heures, vous avez une chronologie, comment est-ce que ça se passe pour vous? Concernant les heures, les études et les arts martiaux, nous avons une heure bien définie. Et les entraînements débutent à 17h et on sort des cours à 14h. Donc du coup nous avons largement le temps pour se préparer pour aller aux entraînements. Alors, maître, par exemple, pour vous, est-ce que vous faites une vérification des notes de vos étudiants? C'est de vous dire, par exemple, si vous voyez qu'il vient tous les jours aux entraînements, peut-être qu'il n'est jamais au cours. Comment est-ce que vous faites, vous, pour faire ces vérifications-là? Mais déjà, c'est la première des choses chez nous, c'est la vérification. Là, parce qu'on sait déjà que lorsqu'on entraîne des jeunes, et là, on a la confiance des parents, on sait il y a l'école et le sport. Généralement, avant, les gens avaient du mal à accepter cela, mais on a remarqué qu'il fallait mettre cette discipline à ces jeunes.
Celui qui n'a pas la moyenne, celui qui s'en sort pas très bien, eh ben, il va recevoir un peu plus de punition, sinon plus d'attraction du travail au niveau du club. Alors le club punit lorsqu'on a de mauvaises notes. Qui a déjà été puni là? Oh là là. C'était les Aigles de Shaolin dans la chronique entre nous. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous. John. Go.